Ce matin-là, 2 gendarmes ont sonné à ma porte à 7 heures. Ils cherchaient un certain Karim Bendali. Je leur ai dit qu'ils se trompaient d'adresse, que mon mari s'appelait Thomas Mercier et qu'il était en déplacement à Paris comme chaque semaine. L'un des gendarmes m'a regardé avec une expression que je n'oublierai jamais, un mélange de pitié et de gêne. « Madame, votre mari, il n'existe pas. » Ces 4 mots ont suffi pour que tout s'écroule. Ce matin-là, 2 gendarmes ont sonné à ma porte à 7 heures. Ils cherchaient un certain Karim Bendali. Je leur ai dit qu'ils se trompaient d'adresse, que mon mari s'appelait Thomas Mercier et qu'il était en déplacement à Paris comme chaque semaine. L'un des gendarmes m'a regardé avec une expression que je n'oublierai jamais, un mélange de pitié et de gêne. « Madame, votre mari, il n'existe pas. » Ces 4 mots ont suffi pour que tout s'écroule. Je m'appelle Nathalie, j'ai 42 ans, je travaille comme aide-soignante à l'hôpital de Metz et pendant 12 ans, j'ai été mariée à un homme qui n'était pas celui qu'il prétendait être. Pas juste un menteur ordinaire, vous comprenez. Un type qui vivait sous une fausse identité, avec de faux papiers, un faux nom, une fausse vie. Et moi, comme une conne, je l'ai cru, pendant 12 ans. Quand les gendarmes sont entrés dans mon salon ce matin de novembre 2019, j'étais en train de préparer le petit déjeuner de Léa, notre fille de 11 ans. Elle était en haut, elle se préparait pour l'école. Je me souviens que j'avais mis du pain dans le grille-pain, que l'odeur du café remplissait la cuisine. Une matinée normale. La dernière matinée normale de ma vie. « Vous êtes bien l'épouse de Thomas Mercier ?» m'a demandé le plus âgé des 2 gendarmes. J'ai hoché la tête. Il a sorti une photo de sa poche. C'était bien Thomas, mon Thomas. Enfin, je croyais que c'était le mien. Cet homme s'appelle en réalité Karim Bendali. Il a été arrêté hier soir à la gare de l'Est. Il purgeait une peine de prison depuis 8 ans. Je me suis assise. Mes jambes ne me portaient plus. « Vous faites erreur. Mon mari travaille dans l'informatique. Il fait des allers-retours entre Metz et Paris chaque semaine. Il n'a jamais été en prison. » Ma voix tremblait. Le gendarme a posé des papiers sur la table, des documents officiels, un casier judiciaire, une photo d'identité datant de 2007 avec le nom Karim Bendali. Trafic de stupéfiants, 15 ans de prison, condamné en 2007. « Madame, votre mari a été libéré conditionnellement il y a 4 ans, mais il a violé les termes de sa liberté conditionnelle. Il devait pointer au commissariat tous les mois, rester dans sa région. Au lieu de ça, il a créé une fausse identité et mené une double vie. » Une double vie. Ces mots résonnaient dans ma tête comme une mauvaise blague. Je les ai regardés, ces 2 gendarmes qui venaient de faire exploser mon existence. Et j'ai dit, bêtement, « Mais on est mariés, on a une fille. » Comme si ça pouvait changer quoi que ce soit. Comme si l'amour, le mariage, notre enfant, tout ça avait le moindre poids face à la vérité qu'il venait de balancer sur ma table de cuisine. Il faut que je vous raconte depuis le début comment j'en suis arrivée là. Comment une femme normalement intelligente, qui a fait des études, qui a un boulot, peut se faire avoir pendant 12 ans par un type qui n'existe même pas. J'ai rencontré Thomas en 2007. J'avais 30 ans. Je sortais d'une rupture difficile. Je vivais à Metz, dans un petit appartement près de l'hôpital. Un soir, je suis allée boire un verre avec des collègues dans un bar du centre-ville. Thomas était là, accoudé au comptoir. Il buvait une bière en lisant le journal. Il m'a souri. Un sourire simple,
sans calcul apparent. On a discuté, il m'a dit qu'il était informaticien, qu'il travaillait en freelance pour des entreprises parisiennes, qu'il cherchait justement à s'installer en Lorraine pour être moins souvent sur les routes. Il était charmant. Pas beau gosse dans le genre mannequin, non, mais il avait quelque chose. Une façon de vous regarder comme si vous étiez la seule personne dans la pièce. Une voix calme, posée. Il parlait peu, mais ce qu'il disait avait du sens. Vous savez ce que c'est quand vous rencontrez quelqu'un et que tout semble facile, naturel. Pas de jeu, pas de drague lourde, juste une connexion. On s'est revus, encore et encore. Au bout de 3 mois, il a emménagé chez moi. Ça allait vite, je sais, mais à 30 ans, après une relation foireuse, j'avais envie de croire que c'était possible, l'amour simple. Thomas était attentionné. Il m'écoutait parler de mes journées difficiles à l'hôpital. Il cuisinait bien. Il était drôle sans en faire trop. Il avait ce côté un peu mystérieux aussi. Il ne parlait jamais de sa famille. Quand je lui posais des questions, il devenait vague. Mes parents sont morts quand j'étais jeune. J'ai grandi chez mon oncle. On n'était pas proches. J'aurais dû me méfier. Mais je voulais y croire. On veut tous y croire, non? À l'histoire belle, à l'homme bien qui arrive dans votre vie au bon moment. Alors j'ai mis ces silences sur le compte d'un passé douloureux. Je me suis dit que c'était un type discret, pudique. Un homme de cette génération qui ne s'étale pas sur ses émotions. En 2008, je suis tombée enceinte. Ça n'était pas prévu, mais on était content. Thomas m'a demandé en mariage. Pas de grand cinéma, pas de demande au restaurant avec le champagne. Un soir, dans le canapé, il m'a dit « On devrait se marier avant que le bébé arrive, pour que tout soit en règle. » Sur le coup, j'ai trouvé ça romantique à sa façon. Pragmatique, mais sincère. On s'est mariés en mairie en juin 2008. Une petite cérémonie. Mes parents, ma sœur Sandrine, quelques amis. Du côté de Thomas, personne. Je n'ai pas de famille, Nathalie. C'est toi ma famille maintenant. Il avait dit ça avec tellement de conviction que je l'avais cru, que j'avais voulu le croire. Léa est née en septembre 2008, une petite fille magnifique. Thomas était un bon père, patient, présent quand il était là. Parce que c'est là que ça a commencé, cette vie en pointillé, ces déplacements à Paris. J'ai décroché un gros contrat avec une boîte de la Défense. Je dois y aller 3 jours par semaine, parfois 4. Il partait le lundi matin, revenait le jeudi soir ou le vendredi. Chaque semaine, pendant des années. Au début, ça me gonflait. Être seule avec un bébé la moitié de la semaine, c'est dur. Mais Thomas me rassurait. C'est temporaire, ma chérie, le temps que je mette assez de côté pour lancer ma propre boîte ici. Dans 2 ans, 3 maximum. Ces 2 ans sont devenus 12. Et moi, je me suis habituée. C'est fou comme on s'habitue à tout, même à l'absence. Les années ont passé, Léa a grandi. Thomas continuait ses allers-retours. On avait notre routine. Le dimanche, on faisait le repas en famille. Rien de grandiose, hein, pas le grand banquet traditionnel, mais on prenait le temps de déjeuner tous les 3, de se raconter notre semaine. Thomas cuisinait souvent, il aimait ça. Il faisait des tagines, du couscous. Mon oncle était marocain, il m'a appris. Il disait « Je n'ai jamais fait le lien, jamais. » Il y avait des trucs bizarres avec le recul, des petits détails que j'aurais dû voir. Mais quand on aime quelqu'un, quand on construit une vie avec lui, on ne cherche pas les failles. On colmate. On se dit que c'est normal. Par exemple, Thomas n'avait pas de smartphone.
En 2015, en plein air des iPhones et des réseaux sociaux, mon mari se baladait avec un vieux Nokia. Je n'aime pas ces machins, ça rend les gens idiots. Il avait un ordinateur portable pour le travail, mais je n'y touchais jamais. C'est pour le boulot, Nat. Il y a des données confidentielles. Il n'était sur aucun réseau social. Pas de Facebook, pas d'Instagram, rien. Je n'ai pas besoin de montrer ma vie aux gens. Sur le moment, j'avais trouvé ça sain, rafraîchissant même. Un type qui ne passait pas sa vie sur son téléphone. Maintenant, je comprends. Il ne pouvait pas se permettre d'exister en ligne. Trop risqué. Quelqu'un aurait pu le reconnaître. Il payait tout en liquide, toujours. Les courses, l'essence, les restaurants. C'est plus simple, je garde mieux le contrôle de mes dépenses. On avait un compte joint pour les factures, le loyer, mais c'était moi qui gérais. Thomas déposait du liquide régulièrement. Où est-ce qu'il se procurait cet argent? Mystère. Je pensais qu'il se faisait payer en liquide pour certaines missions. Ça arrive dans l'informatique en freelance. Ou du moins, c'est ce qu'il me disait. Il ne voulait pas qu'on aille à Paris. Jamais. Pourquoi tu voudrais aller là-bas, Nat? C'est sale, c'est bruyant, c'est plein de cons. On est bien ici. Quand j'insistais pour qu'on visite, qu'on aille voir la Tour Eiffel avec Léa, il trouvait toujours une excuse. On ira un jour, promis, mais pas maintenant. J'y passe déjà assez de temps comme ça. Et puis, il y avait cette distance, parfois. Des moments où il était là physiquement, mais absent. Il regardait par la fenêtre, perdu dans ses pensées. Quand je lui demandais à quoi il pensait, il souriait tristement. À rien, à la vie, tu sais comment c'est. Non, je ne savais pas. Je ne savais rien, en fait. En 2015, j'ai eu un coup de flip. Thomas était parti à Paris comme d'habitude et j'ai réalisé que je n'avais aucun numéro de ses collègues, aucune adresse de son entreprise. Si quelque chose lui arrivait, comment je le saurais? J'ai fouillé dans ses affaires. Pas fièrement, mais j'étais inquiète. J'ai trouvé sa carte d'identité. Thomas Mercier, né le 15 mars 1975 à Lyon. Tout avait l'air normal. J'ai cherché son nom sur Google. Rien. Pas de profil LinkedIn, pas de traces professionnelles. Mais bon, il travaillait en freelance. Il n'avait peut-être pas besoin de ça. Je lui en ai parlé un soir. « Thomas, si jamais il t'arrive quelque chose à Paris, comment je fais pour te joindre? Je n'ai aucun contact. » Il m'a prise dans ses bras. « Ne t'inquiète pas, ma chérie. S'il m'arrive quelque chose, l'hôpital te contactera. Tu es mon épouse, tu es ma personne à prévenir. Mais il ne va rien m'arriver, je suis prudent. » Et moi, comme une idiote, je l'ai cru. Parce que c'est ça l'amour parfois. Une forme de cécité volontaire. On ne veut pas voir ce qui pourrait tout foutre en l'air. Les années ont continué. 2016, 2017, 2018. Léa grandissait. Elle posait des questions sur son père. « Pourquoi papa il est jamais là la semaine ?» Je lui expliquais que papa travaillait dur pour nous, que c'était grâce à lui qu'on pouvait partir en vacances l'été, qu'elle pouvait avoir ses livres, ses jouets. C'était vrai d'ailleurs. Thomas ramenait de l'argent, pas des sommes folles, mais suffisamment pour qu'on vive correctement. Jamais je ne me suis demandé d'où venait vraiment cet argent. L'été, on partait en vacances, toujours en France, jamais à l'étranger. Pas besoin d'aller loin pour se reposer, disait Thomas. On louait un petit chalet en Bretagne ou dans les Vosges, 2 semaines en août. Des vacances simples. On allait à la plage, on faisait des balades. Thomas était détendu pendant ces moments, plus léger. Il riait plus, il jouait avec Léa. C'était un bon père, je ne peux pas dire le contraire,
C'était juste pas celui qu'il prétendait être. En 2019, au printemps, j'ai commencé à sentir que quelque chose clochait. Thomas était plus nerveux. Il sursautait au moindre bruit. Il regardait par la fenêtre souvent, comme s'il guettait quelque chose. « Ça va ?» je lui demandais. « Ouais, juste le boulot qui me stresse un peu. » Un soir, fin octobre, il m'a dit qu'il devait partir plus longtemps que d'habitude. « J'ai un gros projet qui démarre. Je vais peut-être devoir rester à Paris 10 jours d'affilée. » Léa a pleuré. « Papa, tu vas rater mon anniversaire !» Thomas l'a serré contre lui. « Non, ma puce, je serai là pour ton anniversaire, promis. » Il est parti le lundi. Le jeudi soir, il m'a appelé. Sa voix était bizarre, tendue. « Nat, tout va bien, je t'aime. Dis à Léa que je l'aime. » J'ai trouvé ça étrange. Thomas n'était pas du genre à faire dans le sentiment par téléphone. « Qu'est-ce qui se passe, Thomas ?»« Rien, je voulais juste te le dire. On oublie de le dire parfois. » C'était le dernier coup de fil que j'ai reçu de lui. Le lendemain, les gendarmes ont sonné à ma porte. Après le départ des gendarmes, je suis restée assise dans ma cuisine pendant je ne sais combien de temps. Le pain avait brûlé dans le grille-pain. Le café était froid. Léa était descendue. Elle me regardait avec ses grands yeux inquiets. « Maman, c'était qui ces messieurs ?» Je lui ai dit que c'était rien, une erreur administrative. « Va te préparer, ma chérie, tu vas être en retard à l'école. » Je l'ai déposé comme d'habitude. J'ai fait bonne figure devant les autres parents. J'ai souri, j'ai dit bonjour. Puis je suis rentrée chez moi, et là, j'ai craqué. J'ai pleuré pendant 2 heures d'affilée. Pas des petites larmes discrètes, non. Des sanglots qui vous arrachent la poitrine, qui vous tordent le ventre. Je pleurais tellement que je ne pouvais plus respirer. 12 ans, 12 putains d'années de ma vie avec un homme qui n'existait pas. Un imposteur, un taulard. Un type qui m'avait menti sur absolument tout. Son nom, son passé, son travail, sa famille, tout était faux. Même notre mariage était probablement invalide, puisqu'il avait utilisé une fausse identité. Notre fille portait le nom d'un fantôme. J'ai appelé ma sœur Sandrine. Elle habite à Nancy. Elle est prof de français au lycée. Sandrine, c'est la personne la plus posée que je connaisse. Rien ne la déstabilise jamais. Quand je lui ai raconté, il y a eu un long silence. Puis elle a dit, de sa voix calme habituelle, « J'arrive, ne bouge pas. Je préviens le lycée et j'arrive. » Elle a débarqué 2 heures plus tard. Elle m'a prise dans ses bras sans dire un mot. On s'est assise sur le canapé et là, elle m'a posé la question que je redoutais. « Nathalie, tu le savais ? Au fond de toi, tu savais que quelque chose n'allait pas ?» Je voulais dire non. Je voulais lui dire que j'avais été complètement aveugle, que je n'avais rien vu venir. Mais je ne pouvais pas, parce que c'était faux. Au fond de moi, oui, je savais. Pas la vérité exacte. Pas qu'il était en prison. Pas qu'il vivait sous une fausse identité. Mais je savais que quelque chose clochait. Tous ces détails bizarres que j'avais mis de côté pendant des années. Cette sensation diffuse que Thomas me cachait quelque chose d'important. Je le savais, et j'avais choisi de ne pas creuser. Parce que creuser aurait signifié tout remettre en question. Notre vie, notre couple, notre famille. Je crois que oui. J'ai fini par murmurer. Je crois que je savais qu'il y avait un truc pas net, mais je ne voulais pas voir. Sandrine a hoché la tête.
Elle ne m'a pas jugée. C'est ce que j'aime chez ma sœur. Elle ne juge jamais. Elle comprend que la vie est compliquée, que les gens font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Elle m'a demandé. Bonne question. Qu'est-ce que je faisais maintenant? Je ne savais même pas par où commencer. Aller le voir en prison? Demander des explications? Divorcer d'un homme qui n'existait pas légalement? Dire à ma fille que son père était un criminel? Comment on fait dans ces cas-là? Il n'y a pas de mode d'emploi. Dans les jours qui ont suivi, j'ai appris des choses. Des choses que j'aurais préféré ne jamais savoir. Les gendarmes m'ont convoqué plusieurs fois. Ils voulaient savoir si j'étais complice, si je savais pour la fausse identité, pour la prison, pour tout. J'ai dû prouver mon innocence, montrer que j'étais moi aussi une victime dans cette histoire. C'était humiliant, comme si on me rendait responsable des mensonges de Thomas, ou plutôt de Karim. Putain, je ne savais même plus comment l'appeler. Un enquêteur, un type d'une 50aine d'années avec des yeux fatigués, m'a raconté l'histoire complète. Karim Bendali était né en 1973, pas en 1975. Pas à Lyon, mais à Marseille, d'une famille algérienne. Il avait grandi dans les quartiers nord. Parcours classique, petite délinquance, puis trafic de drogue à plus grande échelle. En 2007, il s'était fait choper avec plusieurs kilos de cannabis et de cocaïne. 15 ans de prison. En 2011, après 4 ans de détention, il avait obtenu une permission de sortie pour raison médicale. Son père était mourant, paraît-il. Il était censé rester 3 jours à Marseille sous surveillance. Au lieu de ça, il avait disparu dans la nature. Les autorités l'avaient cherché, mais sans succès. Il avait réussi à se procurer de faux papiers, carte d'identité, carte vitale, tout. Au nom de Thomas Mercier, un nom passe-partout, français de souche, rien qui attire l'attention. Et c'est comme ça qu'il m'avait rencontré, quelques mois après son évasion. Moi, la fille bien sous tout rapport, l'aide-soignante, celle qui ne poserait pas trop de questions, qui ne fouillerait pas trop. La couverture parfaite. « Vous croyez qu'il m'a utilisée ?» j'ai demandé à l'enquêteur. Il m'a regardé avec quelque chose comme de la compassion. « Je ne sais pas, madame. Peut-être qu'au début, oui, mais 12 ans, c'est long. Avoir une fille ensemble, construire une vie, je pense qu'à un moment, ça a dépassé le simple calcul. » Ça ne me réconfortait pas. Savoir que peut-être, à un moment donné, ses sentiments étaient devenus réels. Qu'est-ce que ça changeait? Il m'avait quand même menti pendant 12 ans. Il avait construit notre vie entière sur un mensonge. Chaque « je t'aime », chaque sourire, chaque moment de tendresse était entaché par cette vérité insupportable. Je ne savais pas qui il était vraiment. L'enquêteur m'a aussi expliqué comment Karim se débrouillait pour ses soi-disant déplacements à Paris. En fait, il se rendait régulièrement au centre pénitentiaire de Fresnes. Oui, vous avez bien entendu. Mon mari passait 3 jours par semaine en prison. Mais pas comme détenu, comme visiteur. Il avait un pote là-bas, un certain Farid, qu'il avait connu avant son incarcération. Farid purgeait une longue peine et Karim allait le voir. Mais surtout, il utilisait ses voyages pour maintenir des contacts avec son ancien milieu. Le trafic, les combines. Il n'avait jamais vraiment arrêté. L'argent qu'il me donnait ne venait pas de missions en informatique. Il venait de petits trafics qu'il orchestrait depuis l'extérieur. Rien de massif, rien qui aurait attiré l'attention. Juste assez pour vivre. Quand j'ai appris ça, j'ai vomi.
littéralement. L'argent que j'utilisais pour acheter les fournitures scolaires de Léa, pour payer nos vacances, pour vivre, c'était de l'argent sale. J'avais vécu pendant 12 ans grâce à de l'argent du trafic de drogue. Moi qui passais mes journées à soigner des gens, à essayer de faire quelque chose de bien dans ce monde. Quelle blague! Il a fallu que je l'annonce à mes parents. Ça, c'était peut-être le pire. Mes parents adoraient Thomas, enfin, l'homme qu'ils croyaient être Thomas. Mon père, Michel, ancien ouvrier chez Peugeot, avait toujours dit « Ce gars-là, il est sérieux. Il prend soin de toi et de la petite. C'est un bon. » Ma mère, Christiane, était du même avis. Il est discret, mais c'est quelqu'un de bien, on le voit. Je suis allée chez eux un dimanche, le fameux repas du dimanche, cette institution française que rien ne peut bousculer. Ma mère avait fait un rôti, des haricots verts, une tarte aux pommes. Sandrine était là aussi, pour me soutenir. Léa était restée chez une copine, je ne voulais pas qu'elle entende ça. J'ai tout raconté, en les regardant dans les yeux. Mon père est devenu rouge, puis blanc. Ma mère a porté la main à sa bouche. Il y a eu un long silence. Puis mon père a dit, d'une voix que je ne lui connaissais pas, « Ce fils de pute, ce putain d'enfoiré. » Mon père ne jure jamais, jamais. Là, j'ai compris à quel point c'était grave. Ma mère pleurait silencieusement. Ma pauvre petite, ma pauvre Nathalie. Et Léa, qu'est-ce qu'on va dire à Léa? C'était la question, celle qui me hantait depuis une semaine. Qu'est-ce que je disais à ma fille de 11 ans? Que son père n'était pas son père? Que tout ce qu'elle croyait savoir sur lui était faux? Comment on détruit le monde d'un enfant avec des mots? J'ai décidé d'attendre, de prendre le temps. Léa me demandait où était papa. Je lui disais qu'il avait eu un problème au travail, qu'il devait rester à Paris plus longtemps que prévu. Elle s'inquiétait. « Mais maman, ça fait 2 semaines. D'habitude, il rentre le jeudi. » Je savais que je ne pourrais pas tenir longtemps comme ça, mais je n'étais pas prête, pas encore. 3 semaines après son arrestation, j'ai reçu une lettre, de lui, de Karim, ou Thomas, je ne savais plus comment l'appeler. L'enveloppe portait le cachet de la maison d'arrêt de Fresnes. J'ai hésité à l'ouvrir. Sandrine était avec moi. « Tu veux que je la lise d'abord ?» Elle a proposé. J'ai secoué la tête. Non, je dois le faire. La lettre faisait 3 pages, une écriture serrée, nerveuse. Je vous raconte pas tout, ce serait trop long. Mais l'essentiel était là. Il s'excusait, il disait qu'il m'aimait, que tout n'avait pas été un mensonge, que oui, au départ c'était calculé, qu'il avait besoin d'une couverture, d'une vie normale pour ne pas se faire attraper, mais qu'avec le temps c'était devenu réel, que moi, Léa, notre vie ensemble, c'était devenu la seule chose qui comptait vraiment pour lui. Je sais que tu ne me pardonneras jamais, Nathalie. Je ne te demande pas de le faire. Je te demande juste de croire que je vous ai aimé. Toi et Léa. Vous avez été ma vraie vie. Le reste, c'était juste de la survie. Mais vous, c'était réel. Il demandait à me voir. Il voulait m'expliquer en face. J'ai besoin que tu comprennes. Pas pour que tu me pardonnes, juste pour que tu comprennes qui je suis vraiment. Pas le fantôme que j'ai créé, pas le criminel que les flics te décrivent. Moi, Karim, l'homme qui t'aime. J'ai froissé la lettre, je l'ai jetée à la poubelle, puis je l'ai reprise. Je l'ai lue encore et encore.
Chers auditeurs, vous avez déjà reçu une lettre d'amour d'un homme qui vous a menti pendant 12 ans? C'est une expérience assez particulière, parce qu'une partie de vous veut y croire, veut croire que l'amour était réel, que tout n'était pas une arnaque. L'autre partie vous hurle que c'est de la manipulation, que c'est exactement ce qu'il fait depuis le début, manipuler, mentir, calculer. J'ai mis 2 semaines à décider. Finalement, j'y suis allée. À Fresnes, un jeudi après-midi. J'avais pris ma journée. J'avais dit à Léa que j'allais voir une amie à Paris. Sandrine gardait ma fille. Le parloir, c'est quelque chose. Vous avez déjà été dans une prison? Non? Moi non plus, avant. C'est glauque. Des murs gris, des néons qui bourdonnent, une odeur indéfinissable. Un mélange de désinfectant et de désespoir. On vous fouille, on vérifie votre identité, on vous fait passer des portiques, on vous traite comme si vous étiez vous-même une criminelle. Et puis, il est arrivé, mon mari. Enfin, l'homme que j'avais cru être mon mari. Il portait un survêtement gris réglementaire. Il avait maigri, des cernes sous les yeux. Il s'est assis en face de moi, de l'autre côté de la table. Il m'a regardé et j'ai vu ses yeux se remplir de larmes. « Nathalie », il a dit, juste mon prénom, comme un soupir. Je ne savais pas quoi dire. J'étais venue pour des réponses, mais maintenant que j'étais là, les questions se bousculaient tellement dans ma tête que je ne savais pas par où commencer. Alors j'ai dit la première chose qui m'est venue. « Comment je dois t'appeler? Thomas ou Karim ?» Il a eu un petit sourire triste. « Karim. Mon vrai nom, c'est Karim. »« Karim », j'ai répété. Le nom sonnait étrange dans ma bouche, comme quelque chose de foreign, d'étranger à ma vie. Karim Bendali. Oui. Pourquoi Thomas Mercier? Pourquoi ce nom-là? Il a haussé les épaules. C'était sur les papiers qu'on m'a vendu. Un type qui était mort quelques années avant, sans famille. Pas de traces. Le nom parfait pour disparaître. On était là, à parler de faux papiers et de fausses identités, comme si c'était normal, comme si on discutait du temps qu'il faisait. L'absurdité de la situation me frappait par vagues. Cet homme en face de moi, je l'avais embrassé des milliers de fois. J'avais fait un enfant avec lui. Je m'étais endormie contre lui pendant 12 ans. Et je ne savais même pas son vrai nom. « Raconte-moi », j'ai dit. « Tout, depuis le début. Qui tu es vraiment ?» Il a pris une grande inspiration et il a parlé. Pendant 1 heure, il m'a raconté sa vie, la vraie, pas celle qu'il m'avait vendue. Karim Bendali était né en 1973 à Marseille, dans les quartiers nord. Son père était docker, sa mère femme de ménage. 4 enfants dans un petit appartement. Une vie dure, mais pas misérable. Ses parents étaient des gens honnêtes, travailleurs. Ils voulaient que leurs enfants s'en sortent mieux qu'eux. Mais Karim avait pris un mauvais chemin. À 15 ans, il traînait avec les mauvaises personnes. Petits vols, bagarres, conneries d'ado. À 18 ans, il avait commencé à dealer. D'abord du shit, puis des trucs plus durs. C'était facile, Nathalie, trop facile. En 1 semaine, je gagnais plus que mon père en 1 mois. Et mes parents se tuaient au travail pour 3 fois rien. Il parlait de ça sans fierté, mais sans honte non plus, comme un constat, une réalité. À 25 ans, il était devenu quelqu'un dans le milieu. Pas un gros poisson, mais suffisamment important pour avoir des responsabilités, de l'argent, du respect dans son quartier. J'étais con, je croyais que j'étais malin, que je ne me ferais jamais attraper. En 2007, il s'était fait serrer avec plusieurs kilos de canne,
une grosse saisie. La police le suivait depuis des mois. Ils avaient tout, les écoutes, les filatures, les témoignages. 15 ans ferme. Mes parents étaient effondrés. Ma mère a pleuré pendant des mois. Mon père ne m'a plus parlé pendant 2 ans. J'avais tout gâché. Leur fils, le dealer, la honte de la famille. En prison, il avait essayé de se tenir à carreau, comportement exemplaire. En 2011, son père était tombé gravement malade, cancer du poumon. Les médecins lui donnaient quelques semaines. Karim avait demandé une permission exceptionnelle pour lui dire au revoir. 3 jours sous surveillance policière. Quand je l'ai vu à l'hôpital, si maigre, si faible, j'ai réalisé que j'allais rester en tôle encore 10 ans, que j'allais rater toute ma vie, que quand je sortirais, j'aurais la cinquantaine et il ne me resterait rien, personne. Alors, j'ai pris une décision. Il avait faussé compagnie aux flics, un moment d'inattention et il avait disparu. J'avais des contacts dehors, des gens qui me devaient des services. Ils m'ont aidé. Faux papiers, planques, le package complet. Et après, comment tu as fini à Metz? Je me suis dit qu'il fallait que je disparaisse vraiment. Pas rester à Marseille où tout le monde me connaissait, ni aller à Paris, trop risqué. Une ville moyenne, loin du sud. Metz, Nancy, Strasbourg. J'ai choisi Metz un peu au hasard. Et puis, je t'ai rencontré. C'était calculé, me rencontrer? Il a hésité. C'est là que j'ai compris qu'il allait me dire la vérité, même si elle faisait mal. Au début, oui, je cherchais quelqu'un, une femme bien, stable, avec un vrai boulot. Quelqu'un qui ne poserait pas trop de questions. Tu correspondais au profil. Ces mots me transperçaient comme des lames. Mais il a continué. Mais très vite, Nathalie, très vite, c'est devenu autre chose. Tu es différente. Douce, intelligente, drôle. Tu me regardais comme si j'étais quelqu'un de bien. Et putain, j'avais besoin de ça. D'être quelqu'un de bien pour quelqu'un. C'est censé me réconforter? Que je t'ai servi de thérapie? Non, je te dis juste la vérité. Tu la voulais, la vérité. Il avait raison, je l'avais demandé. Maintenant, je l'avais, et elle était aussi moche que je l'avais imaginée. Et Léa, notre fille, c'était calculé aussi. Là, j'ai vu quelque chose se briser dans son regard. Non, Léa, ça n'était pas prévu. Quand tu m'as dit que tu étais enceinte, j'ai paniqué. Mais en même temps, j'étais heureux. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression d'avoir une vraie vie, une famille, quelque chose qui m'appartenait en propre, qui n'avait rien à voir avec mon passé. Sauf que tout était construit sur du mensonge. Je sais, crois-moi, je sais. Chaque jour, je me réveillais avec cette angoisse. Et si tu découvrais? Et si les flics me retrouvaient? Et si tout s'écroulait? Mais en même temps, je ne pouvais pas renoncer. À toi, à Léa, vous étiez devenue ma vie. Tes voyages à Paris, c'était quoi exactement? Il a soupiré. Au début, je voyais Farid à Fresnes, mon pote de Marseille. Il purgeait une longue peine. Je lui rendais visite, je lui apportais des nouvelles de l'extérieur. Et puis, j'ai recommencé à faire des petites affaires. Rien de gros, je te jure. Juste de quoi gagner de l'argent proprement. Enfin, aussi proprement que possible. De la drogue? Oui, mais en petite quantité. Je faisais l'intermédiaire, je prenais ma commission. Pas de violence, pas de risque démesuré. Juste assez pour qu'on puisse vivre correctement. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu te rends compte que tu parles de trafic de drogue comme d'un job normal? Comme si tu vendais des assurances?
Il a baissé la tête. Je sais comment ça sonne. Mais dans mon monde, Nathalie, c'était ça la normalité. C'est tout ce que je connaissais. Tu aurais pu changer, trouver un vrai travail. Avec quel CV? Quelle expérience? J'avais de faux papiers. Je ne pouvais pas passer d'entretien, remplir des formulaires, avoir un vrai contrat. Chaque interaction avec l'administration était à risque. Alors oui, je suis retournée à ce que je savais faire. Il y avait une logique tordue dans son raisonnement, une logique qui me révoltait et me rendait triste en même temps. Cet homme avait été piégé par ses propres choix. Il avait construit une prison autour de lui bien avant de retourner derrière les barreaux. Pourquoi tu t'es fait attraper maintenant, après toutes ces années? Bêtise, pure bêtise. J'ai été reconnue à la gare de l'Est par un flic qui avait bossé sur mon dossier en 2007. Un hasard, un putain de hasard. Il m'a suivi, il a vérifié mon identité, et là, tout s'est effondré. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je vais finir mes 15 ans, plus quelques années supplémentaires pour évasion et fausse identité. J'en ai pour au moins 10 ans encore, peut-être 12. 12 ans, le temps qu'on avait passé ensemble, une symétrie cruelle. Et nous, Léa et moi? Il m'a regardé avec une telle intensité que j'ai dû détourner les yeux. Je ne vous demande rien, je n'ai pas le droit. Notre mariage n'est probablement pas valide juridiquement. Tu peux faire annuler tout ça, reprendre ta vie, dire à Léa que son père est mort ou disparu, ou ce que tu veux. Elle mérite de savoir la vérité. Quelle vérité? Que son père est un taulard, un menteur, un dealer, à 11 ans? Elle a le droit de savoir qui tu es, qui je suis. Il a eu un rire amer. Je ne sais même pas moi-même qui je suis, Nathalie. Thomas était une invention, mais Karim aussi, d'une certaine façon. Le vrai moi, c'est peut-être celui qui était avec toi et Léa, le type qui faisait des crêpes le dimanche matin, qui lisait des histoires à sa fille avant de dormir, qui te tenait la main pendant qu'on regardait des séries débiles à la télé. J'ai senti les larmes monter, parce que c'était vrai. Cet homme, ce menteur, ce criminel, il avait été un bon père, un bon mari, à sa façon. Et ça rendait tout encore plus compliqué. Je ne sais pas si je peux te pardonner, j'ai dit. Je ne te demande pas de me pardonner. Je te demande juste de ne pas m'effacer complètement. Pour Léa, qu'elle sache que son père l'aimait, que tout n'était pas faux. On est resté silencieux un moment. Autour de nous, d'autres détenus parlaient avec leurs proches. Des conversations à voix basse, chargées de tensions et de non-dits. Tout le monde ici portait le poids de vies brisées, de choix merdiques, de regrets. « Tu as gardé contact avec ta famille ?» j'ai demandé. « Ta vraie famille ?» Il a secoué la tête. « Mon père est mort quelques semaines après mon évasion. Ma mère ne m'a plus jamais parlé. Mes frères et sœurs non plus. J'étais mort pour eux. Et c'était mieux comme ça. » Ils ne savent pas pour Léa? Non, personne ne sait. Une autre couche de mensonges, une autre famille à qui on avait volé quelque chose. Léa avait une grand-mère quelque part, des oncles, des tantes, des cousins. Qui ne saurait jamais qu'elle existait? C'est tellement égoïste, j'ai murmuré. Je sais, tout ce que j'ai fait était égoïste. J'ai pensé à moi avant tout, ma liberté, mon bonheur, ma vie. Je vous ai utilisé, et je vivrai avec ça jusqu'à la fin de mes jours. Le gardien a annoncé la fin des visites. Karim s'est levé. Merci d'être venue, Nathalie. Je sais que ça n'a pas dû être facile.
Je me suis levée aussi. J'avais encore tellement de questions. Mais je ne pouvais plus rester là. J'étouffais. Au revoir, Karim. Au revoir, Nathalie. Prends soin de notre fille. Je suis partie sans me retourner. Dans le train du retour vers Metz, j'ai pleuré encore. Mais cette fois, c'était différent. Ce n'était plus de la colère ou de la trahison. C'était du chagrin. Un chagrin profond, pour toutes ces années perdues, pour toutes ces vérités cachées, pour tout ce gâchis. Le soir même, j'ai pris ma décision. Je devais parler à Léa. Elle méritait la vérité. Pas toute la vérité, pas tous les détails sordides, mais l'essentiel. Qui était vraiment son père? J'ai attendu le dimanche suivant. Sandrine était venue pour me soutenir. On a préparé le déjeuner toutes les deux pendant que Léa faisait ses devoirs dans sa chambre. Ma sœur épluchait les carottes, je faisais revenir la viande. Un rôti, comme d'habitude. Comme si la normalité du repas pouvait adoucir ce que j'allais devoir dire. « Tu es sûre que tu veux le faire aujourd'hui » m'a demandé Sandrine. « Non, mais je ne serai jamais sûre. Alors autant le faire maintenant. » Après le déjeuner, j'ai demandé à Léa de rester à table. Elle m'a regardée avec ses grands yeux noisettes, les yeux de son père, de Karim. « Qu'est-ce qu'il y a, maman? J'ai fait une bêtise ?» « Non, ma chérie, pas du tout. Il faut qu'on parle. De papa. » Son visage s'est illuminé. « Il rentre bientôt? Ça fait presque un mois qu'il est parti. Il me manque. » J'ai senti mon cœur se serrer. Comment on brise le cœur de son enfant? Comment on détruit son monde avec des mots? J'ai pris sa main dans la mienne. « Ma puce, papa ne va pas rentrer, pas tout de suite. Il y a des choses que tu dois savoir. » Et je lui ai raconté. Pas tout, bien sûr, pas les détails sur le trafic, sur la drogue, sur les mensonges. Je lui ai dit que papa avait fait des erreurs quand il était plus jeune, qu'il avait eu des problèmes avec la justice, qu'il avait dû aller en prison, qu'il s'était échappé parce qu'il avait peur et qu'il avait changé de nom pour qu'on ne le retrouve pas. Que nous, elle et moi, on ne savait rien, qu'on avait été trompés aussi. Léa me regardait sans comprendre. « Papa? En prison? Mais pourquoi ?» « Parce qu'il a fait des choses qui sont contre la loi, ma chérie. »« Quoi comme chose ?»« Des choses qu'il ne faut pas faire. Mais écoute, Léa, c'est important que tu comprennes. Papa t'aime, il nous aime. Tout ce qu'il t'a dit sur son amour pour toi, c'était vrai. » « Mais son nom, c'est pas Thomas ?»« Non, son vrai nom, c'est Karim. Karim Bendali. » Elle a répété le nom à voix basse. Karim. Puis elle a levé les yeux vers moi et j'ai vu la panique s'installer. « Alors moi, je m'appelle comment? Je suis qui? » « Tu es Léa Mercier, ma fille. Ça ne change pas. »« Mais si papa s'appelle pas Mercier, alors On va arranger ça, avec des avocats, des papiers. Tu resteras Léa Mercier si tu veux. Ou tu pourras changer, c'est toi qui décideras plus tard. » Les larmes ont commencé à couler sur ses joues. « Je veux voir papa, je veux lui parler. » « Je sais, ma chérie, mais c'est compliqué. » « Tout le monde va savoir, à l'école ?» C'était une de mes grandes peurs, que l'histoire se répande, que Léa devienne la fille du tôlard, que les autres enfants la rejettent, se moquent d'elle. Personne n'a besoin de savoir. On peut dire que papa travaille à l'étranger, si tu préfères. Elle a secoué la tête violemment. « Non, je veux pas mentir comme lui. Je veux pas faire comme papa. » Sandrine s'est approchée, a posé sa main sur l'épaule de Léa. « Ta maman a raison. Tu peux dire ce que tu veux, ma puce, ou ne rien dire du tout. C'est ta vie privée. »
Léa a pleuré pendant 1 heure. Elle m'a posé 1000 questions. Certaines, je pouvais y répondre. D'autres, je ne savais pas. Elle était en colère, triste, perdue. Elle ne comprenait pas comment l'homme qui lui lisait des histoires le soir, qui l'aidait avec ses devoirs de maths, qui l'emmenait à la piscine le mercredi, pouvait être un criminel. « Est-ce qu'il est méchant, papa ?» « Non, enfin, je ne crois pas. Il a fait des mauvais choix, mais il n'est pas méchant. » « Alors pourquoi il nous a menti ?» « Parce qu'il avait peur qu'on ne l'aime plus s'il disait la vérité. »« Mais c'est stupide, on l'aurait aimé quand même. » J'aurais voulu pouvoir dire oui, que oui, on l'aurait aimé quand même. Mais est-ce que c'était vrai? Si Karim m'avait dit dès le début « Je suis un évadé, je vis sous une fausse identité », est-ce que je serais restée? Probablement pas. Et c'était ça, le cœur du problème. Il avait menti parce qu'il savait que la vérité nous aurait fait fuir. Les semaines qui ont suivi ont été difficiles. Léa était taciturne, renfermée. Elle ne voulait plus aller à l'école. Elle faisait des cauchemars. Je l'ai emmenée voir une psychologue, Marie-Pierre, une femme douce d'une 50aine d'années qui s'occupait d'enfants en difficulté. Marie-Pierre m'a dit que c'était normal, que Léa était en plein deuil. Elle a perdu son père, pas physiquement, mais symboliquement. L'homme qu'elle croyait connaître n'existe plus. C'est comme une mort. Elle doit faire le deuil de cette personne. J'ai pleuré en entendant ça, parce que c'était exactement ce que je ressentais aussi, un deuil. Thomas Mercier était mort. Il n'avait jamais vraiment existé. Mais pour moi, il était aussi réel que n'importe qui. Et maintenant, il était parti, remplacé par cet étranger nommé Karim Bendali. De mon côté, il y avait toutes les démarches administratives, l'enfer bureaucratique français dans toute sa splendeur. Il fallait faire annuler le mariage, prouver que j'avais été trompée, que je ne savais rien, refaire les papiers de Léa, expliquer à la CAF, à la Sécu, aux impôts, pourquoi soudainement mon mari n'existait plus. Chaque fonctionnaire me regardait avec un mélange de suspicion et de pitié. « Vous ne saviez vraiment pas ?» On me le demandait tout le temps, comme si c'était impossible, comme si forcément je devais être complice. Ça me rendait folle. J'avais envie de crier « Non, je ne savais pas. Je ne suis pas une criminelle. Je suis une victime, merde !» Mais je me taisais. Je remplissais les formulaires. Je fournissais les preuves. Je ravalais ma fierté, ma dignité, ma colère. Parce qu'il le fallait, pour Léa, pour notre avenir. L'avocat que j'avais engagé, maître Dubois, un type sec aux lunettes fines, m'a expliqué la situation juridique. « Votre mariage est nul. Monsieur Bendali a utilisé une fausse identité, donc le mariage n'a jamais été légalement valide. C'est une bonne nouvelle pour vous, ça simplifie les choses. Pas de divorce à demander, juste une annulation. » Une bonne nouvelle. 12 ans de ma vie effacés d'un trait de plume, et c'était une bonne nouvelle. Et pour Léa? Léa reste votre fille. Juridiquement, elle porte votre nom de jeune fille, Roussel. Le nom Mercier n'a aucune valeur, puisque son père ne s'appelle pas ainsi. Elle peut garder Mercier si elle le souhaite, ou reprendre Roussel. À vous de voir. Et la filiation paternelle? Monsieur Bendali peut reconnaître l'enfant sous son vrai nom. Cela donnera à Léa des droits, notamment en matière d'héritage. Mais cela créera aussi un lien légal avec lui. Je ne savais pas quoi faire. Est-ce que je voulais que Léa soit légalement la fille de Karim Bendali? Est-ce que je voulais que ce lien existe officiellement? J'en ai parlé à mes parents. Mon père était catégorique. « Coupe les ponts,
Ce type ne mérite rien, ni toi, ni Léa. Qu'il pourrisse en tôle et qu'on n'en parle plus. » Ma mère était plus nuancée. « Michel, c'est quand même son père, biologiquement, légalement ou pas. Un jour, Léa voudra peut-être le connaître, comprendre d'où elle vient. » « D'où elle vient ? D'un taulard de Marseille ? Belle origine. » »« Michel, arrête, tu sais très bien ce que je veux dire. » Ces conversations familiales étaient épuisantes. Tout le monde avait son avis. Sandrine pensait qu'il fallait laisser la porte ouverte. Léa aura des questions en grandissant. Il vaut mieux qu'elle puisse avoir des réponses. Mes collègues à l'hôpital, celles à qui j'avais fini par raconter, étaient divisées. Certaines me disaient de fuir. D'autres me disaient que Léa avait le droit de connaître son père. Et moi, qu'est-ce que je voulais ? Je ne savais plus. Une partie de moi voulait effacer Karim de nos vies, recommencer à zéro. L'autre partie se souvenait des dimanches matins, des crêpes au chocolat, des rires de Léa quand Thomas la faisait tourner dans ses bras. Cette partie-là me murmurait que peut-être, sous tous les mensonges, il y avait eu quelque chose de vrai. 2 mois après l'arrestation, j'ai reçu une autre lettre de Karim, plus courte cette fois. Il me demandait si Léa accepterait de lui écrire. Je ne demande pas à la voir, pas encore, juste qu'elle m'écrive, quelques lignes, pour que je sache comment elle va. J'ai montré la lettre à Léa. « Papa veut que tu lui écrives. Tu veux le faire ?» Elle a réfléchi longtemps, puis elle a pris une feuille et un stylo. Elle a écrit « Papa, pourquoi tu as menti ? Je suis triste, maman aussi. Tu me manques quand même. Léa. » 4 phrases qui résumaient tout le chaos dans le cœur d'une gamine de 11 ans. J'ai posté la lettre le lendemain. La réponse est arrivée une semaine plus tard. Karim avait écrit 3 pages. Il lui expliquait avec des mots simples pourquoi il avait fait ce qu'il avait fait. Il lui parlait de son enfance à Marseille, de ses erreurs, de sa peur. Il lui disait qu'il l'aimait plus que tout au monde, que penser à elle l'aidait à tenir en prison, que si elle ne voulait plus jamais lui parler, il comprendrait, mais que si elle acceptait de garder contact, ça serait le plus beau cadeau qu'elle pourrait lui faire. Léa a pleuré en lisant la lettre, puis elle m'a demandé « Je peux lui répondre ?»« Bien sûr, ma chérie, c'est ton papa. Si tu veux lui écrire, tu peux. » Et c'est comme ça qu'a commencé leur correspondance. 1 lettre par semaine, parfois 2. Léa lui racontait l'école, ses copines, ses lectures. Karim lui répondait, lui donnait des conseils, l'encourageait. Jamais il ne parlait de la prison. Jamais il ne se plaignait. Il était juste un père. À distance, par lettre, mais un père quand même. Chers auditeurs, est-ce que vous avez déjà vécu quelque chose comme ça ? Cette situation impossible où la personne que vous détestez le plus au monde est aussi celle qui a été la plus importante dans votre vie ? Où vous voulez couper les ponts, mais en même temps, vous ne pouvez pas, parce qu'il y a un enfant au milieu. Un enfant qui, malgré tout, aime encore son père. 6 mois après l'arrestation de Karim, j'ai commencé à reprendre ma vie en main. Enfin, c'est ce que je me disais. En réalité, je faisais semblant. Je me levais, j'allais travailler, je m'occupais de Léa, je souriais quand il le fallait. Mais à l'intérieur, j'étais vide. Comme si on m'avait creusé, vidé de toute substance. Le plus dur, c'était les regards. À l'hôpital, mes collègues savaient. L'histoire avait fini par circuler. Pas par méchanceté, juste parce que c'est comme ça, les petites villes. Les gens parlent. Certaines infirmières me regardaient avec pitié, d'autres avec méfiance, comme si j'avais pu être complice sans le savoir. Véronique, une aide-soignante avec qui je travaillais depuis 10 ans, m'a dit un jour
Tu sais, Nat, si t'as besoin de parler, je suis là. C'était gentil, mais je ne voulais pas parler. J'en avais marre de parler. À la maison, Léa allait mieux. Les séances avec Marie-Pierre l'aidaient. Elle avait retrouvé l'appétit, elle souriait de nouveau. Elle continuait à écrire à son père. Moi, je ne savais pas trop comment me positionner par rapport à ça. Une partie de moi était contente qu'elle garde ce lien. L'autre partie me chuchotait que j'étais faible, que je laissais cet homme continuer à avoir une emprise sur nous. Un soir de mars 2020, alors que le pays commençait tout juste à parler de ce virus venu de Chine, Léa m'a demandé « Maman, je peux aller voir papa ?» J'ai failli m'étouffer avec mon café. « Quoi ? Aller le voir, en prison, comme tu as fait. » Ma chérie, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Pourquoi ? C'est mon papa, j'ai le droit de le voir, non ? Juridiquement, oui, elle avait le droit. Mais est-ce que c'était bon pour elle ? Je n'en savais rien. J'ai appelé Marie-Pierre le lendemain. Elle m'a dit « Si Léa le demande, c'est qu'elle en a besoin. Ça peut être une étape importante pour elle, pour qu'elle puisse confronter la réalité, mettre un visage sur la situation. » J'ai donc organisé une visite, pour la mi-avril. Mais le destin en a décidé autrement. Mi-mars, la France est entrée en confinement, le Covid. Les prisons ont été fermées aux visites, tout s'est arrêté net. Le confinement a été étrange. Enfermée avec Léa dans notre appartement, à télétravailler comme je pouvais, à l'aider avec l'école à la maison, c'était comme si le monde entier était devenu une prison. Ironique, non ? Nous étions tous enfermés, comme Karim, sauf que lui, il l'était depuis toujours. Les lettres continuaient. Karim écrivait que la prison était sous tension, des détenus malades, des gardiens qui avaient peur. Mais ne t'inquiète pas pour moi, ma puce. Je fais attention, je pense à toi tous les jours. Pendant ce confinement, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir. Trop de temps peut-être. Je repensais à ces 12 années. J'essayais de déceler les signes, les indices que j'avais ratés. Et je me rendais compte qu'ils étaient partout. Cette façon qu'avait Thomas, Karim, de toujours vérifier autour de lui quand on sortait, de baisser la tête quand on croisait des policiers, de ne jamais vouloir qu'on prenne des photos de famille. Je n'aime pas les photos, Nathalie. On vit l'instant, c'est tout. Combien de fois s'était-il retrouvé dans des situations à risque ? Combien de fois avait-il failli se faire attraper avant ce jour à la gare de l'Est ? Et moi, dans tout ça, j'étais quoi ? Sa complice involontaire ? Sa couverture ? Ou vraiment sa femme, celle qu'il aimait ? En mai, quand le déconfinement est arrivé, Léa m'a redemandé d'aller voir son père. Cette fois, j'ai dit oui. On y est allés ensemble un samedi après-midi de juin. Le soleil brillait, il faisait chaud. Une belle journée pour aller en prison, voir un père qui n'existe pas. Dans la voiture, Léa était silencieuse, nerveuse. « Tu crois qu'il a changé ?» Elle m'a demandé. « Je ne sais pas, ma chérie, peut-être. Il va me reconnaître ? » Bien sûr qu'il va te reconnaître, tu es sa fille. Au parloir, Karim est arrivé. Il a vu Léa et j'ai vu ses yeux se remplir de larmes. Il s'est assis en face de nous et pendant un long moment, personne n'a parlé. Puis Léa a dit d'une petite voix « Bonjour papa. »« Bonjour ma puce, tu as grandi ?»« Ça fait 8 mois. »« Je sais, tu me manques tellement. » Ils ont parlé de l'école, des copines, du confinement, des choses banales, quotidiennes, comme si la situation était normale, comme si on prenait juste un café ensemble un samedi après-midi.
Karim la regardait avec une intensité incroyable, comme s'il voulait graver chaque détail dans sa mémoire. À un moment, Léa lui a demandé « Papa, tu regrettes ce que tu as fait ?» Il a pris son temps avant de répondre « Oui, je regrette de vous avoir menti, de vous avoir fait du mal. Ça, je le regretterai toute ma vie. Le reste, mes erreurs d'avant, le trafic, la prison, c'est compliqué. C'était ma vie. Je ne peux pas regretter toute ma vie, tu comprends ? Non, pas vraiment. Un jour tu comprendras. Les gens ne sont pas tout blancs ou tout noirs. On fait tous des choix. Certains sont bons, d'autres sont mauvais. Et parfois, on ne peut pas défaire ce qu'on a fait. On peut juste essayer de faire mieux après. Et là, tu fais quoi de bien ? J'essaie d'être honnête. Avec toi, avec ta maman. De ne plus mentir. C'est déjà ça, non ? Léa a hoché la tête. Elle avait l'air de réfléchir intensément. Puis elle a dit quelque chose qui m'a surprise. « Je veux savoir d'où je viens. Ta vraie famille. Mes grands-parents, mes oncles, mes tantes. Je veux les connaître. » Karim a regardé vers moi, cherchant mon approbation. J'ai haussé les épaules. C'est sa décision. Il a soupiré. Ma famille, elle ne sait rien de toi, Léa. Après mon évasion, j'ai coupé les ponts. Ma mère, mes frères, mes sœurs, ils pensent que je suis mort ou disparu. Alors dis-leur que j'existe. Ce n'est pas si simple, ma puce. Pourquoi ? T'as peur qu'ils soient en colère ? Oui, et je ne veux pas leur faire plus de mal. Ils ont déjà assez souffert à cause de moi. Mais moi, j'ai le droit de les connaître. C'est ma famille aussi. Elle avait raison, et Karim le savait. Il a promis d'y réfléchir, de voir comment contacter sa mère. Elle est âgée maintenant. Je ne sais même pas si elle est encore en vie. Après cette visite, quelque chose a changé en Léa. Elle s'est mise à poser des questions sur ses origines algériennes. Elle voulait comprendre d'où venait son père, quelle était sa culture. J'ai essayé de l'aider comme je pouvais, mais je n'y connaissais rien. J'ai acheté des livres sur l'Algérie, sur l'immigration maghrébine en France. On a regardé des documentaires ensemble. Un jour, elle m'a dit « Maman, je crois que je veux m'appeler Léa Bendali. Pas Mercier, Bendali. » Mon cœur s'est serré. « Tu es sûre ? » Oui, Mercier, c'est un faux nom. Bendali, c'est mon vrai nom, le nom de papa. Et mon nom à moi, Roussel, ça ne te plaît pas ? Si, mais je veux être connectée à papa. Je veux que les gens sachent que je suis sa fille. On a fait les démarches. Léa Bendali. Ma fille portait maintenant le nom d'un homme qui avait passé la moitié de sa vie en prison. Et bizarrement, ça ne me dérangeait pas autant que j'aurais cru. Parce que c'était son choix, son identité, sa façon de se construire malgré tout ce merdier. De mon côté, j'ai commencé à voir quelqu'un. Pas un psy, même si j'aurais probablement dû. Non, un homme. Il s'appelait Christophe, il était kiné à l'hôpital. On s'était toujours bien entendu, mais je ne l'avais jamais vu autrement qu'en collègue. Puis un jour, il m'a proposé d'aller boire un verre. J'ai accepté. On a parlé, de tout sauf de mon passé. C'était reposant. Il savait bien sûr, tout le monde à l'hôpital savait. Mais il n'en a jamais parlé, sauf quand je l'ai fait moi-même, des mois plus tard. Ça change quelque chose pour toi, mon histoire ? Je lui ai demandé. Non, ton histoire, c'est ton histoire. Moi, je vois qui tu es maintenant. Une femme forte, une bonne mère, quelqu'un de bien.
quelqu'un de bien. Ça faisait longtemps qu'on ne m'avait pas dit ça. Christophe et moi, on a pris notre temps. Pas question de précipiter les choses. Léa avait besoin de stabilité, pas d'un nouveau père de substitution qui débarquait dans sa vie. Mais petit à petit, il est devenu présent. Pas intrusif, juste là. Et c'était agréable. En 2021, Karim a finalement réussi à contacter sa mère. Elle vivait toujours à Marseille, dans le même petit appartement des quartiers nord. Elle avait 75 ans, diabétique, fatiguée. Quand elle a appris que son fils était en vie, qu'il avait une fille, elle a pleuré pendant des heures. C'est ce qu'il m'a raconté. Elle voulait nous rencontrer, Léa et moi. J'étais terrifiée. Qu'est-ce que j'allais dire à cette femme? Bonjour, j'ai été mariée à votre fils pendant 12 ans sans savoir qui il était vraiment. Mais Léa insistait. Elle voulait voir sa grand-mère. On est descendu à Marseille un week-end d'octobre. Fatima Bendali habitait au 5e étage sans ascenseur. Une femme petite, voûtée, avec un foulard sur les cheveux et des mains abîmées par des années de travail. Quand elle a ouvert la porte et qu'elle a vu Léa, elle a éclaté en sanglots. Elle a serré ma fille contre elle, en répétant des mots en arabe que je ne comprenais pas. Puis elle m'a regardée, moi, et elle a dit dans un français teinté d'accent « Merci, merci d'avoir pris soin de mon fils. Merci de lui avoir donné cette merveille. » J'aurais dû être en colère, lui dire que son fils m'avait menti, trompé, trahi. Mais je n'y arrivais pas. Cette femme avait tellement souffert, son fils en prison, puis évadé, puis perdu. Et maintenant, cette découverte inattendue, une petite fille. On a passé le week-end là-bas. Fatima nous a raconté l'histoire de sa famille, l'Algérie, l'immigration, les difficultés. Karim, enfant, si intelligent, si vif. Puis l'adolescence, les mauvaises fréquentations. Je n'ai pas su le protéger. J'étais toujours au travail, son père aussi. On voulait leur donner une vie meilleure, mais on n'était jamais là. Elle nous a montré des photos. Karim, petit garçon, avec ses frères et sœurs. Karim, adolescent, déjà ce regard un peu dur, un peu perdu. Léa regardait ces photos avec fascination. C'était son père, mais un père qu'elle ne connaissait pas. Un enfant, un jeune homme, avant les erreurs, avant la prison, avant les mensonges. Les frères et sœurs de Karim sont venus aussi. Rachid, Sofiane, Naïma. Ils étaient méfiants au début. Pourquoi on devrait la croire? Pourquoi on devrait croire que cette gamine est vraiment de Karim? Mais un test ADN a confirmé. Léa était bien leur nièce. Ça a été compliqué pour eux. Ils en voulaient à Karim d'avoir disparu, de leur avoir fait croire qu'il était mort. Et maintenant, il réapparaissait avec une famille secrète. Mais Léa les a conquis. Avec son sourire, sa vivacité, sa curiosité. Elle voulait tout savoir sur eux, sur sa culture, sur ses racines. Pour moi, c'était surréaliste. Je me retrouvais intégrée à une famille que je ne connaissais pas par le biais d'un homme qui m'avait trompée. Mais en même temps, c'était important. Pour Léa, elle avait besoin de ça, de savoir d'où elle venait. Les années ont passé, 2022, 2023. Léa a grandi. Elle est devenue une adolescente, avec tout ce que ça implique. Les humeurs, les révoltes, les questions existentielles. Elle allait voir son père régulièrement, une fois par mois. Parfois j'y allais avec elle, parfois elle y allait seule, accompagnée de Sandrine ou de ma mère.
Karim vieillissait en prison. Il avait maintenant 50 ans. Il me disait, lors de nos rares conversations, qu'il avait changé, qu'il avait eu le temps de réfléchir à sa vie, à ses erreurs. Je ne referai pas les mêmes choix maintenant, Nathalie, mais je ne peux pas revenir en arrière. Moi, j'avais refait ma vie avec Christophe. On s'était installés ensemble. Léa l'appréciait. Elle ne l'appelait pas papa, bien sûr. Elle avait déjà un père, aussi imparfait soit-il. Mais elle le respectait, et c'était déjà beaucoup. Un jour de novembre 2024, j'ai reçu un appel du centre pénitentiaire. Karim allait être libéré. Liberté conditionnelle. Il avait purgé suffisamment de temps, il s'était bien comporté. Il allait sortir dans 3 mois.